On est arrivé à l'hôpital et la seule chose qu'on nous a dit, c'est qu'il était déjà dans le coma et en état très très grave. Et tard dans la nuit, on nous a annoncé qu'Arnaud n'aurait que 3 jours à vivre. Moi, j'ai pas de souvenir ni du jour, ni de la météo, enfin de rien du tout. Je me rappelle de rien du tout. Je me rappelle bien sûr pas du tout de l'hôpital ou quoi que ce soit. Mais j'ai lu et j'ai appris après que le premier pronostic qu'elle m'avait donné, c'était survie de 24 heures. En gros, on pensait que j'allais pas survivre et que j'allais mourir. C'était une très jolie fille. Et maintenant, elle est différente. Point de vue cheveux, point de vue tout. C'est plus l'agile, c'est comme avant. Chaque année dans le monde, des centaines de milliers de personnes sombrent dans le coma. Certaines se réveillent, d'autres pas. D'autres encore conservent des séquelles irrémédiables de ce passage aux frontières de la vie et de la mort. Pour la plupart d'entre nous, le coma, c'est cet être endormi, dont on ne sait s'il se réveillera un jour. La réalité médicale s'avère naturellement plus complexe. Le coma a pour origine une agression du cerveau. Cet organe fragile et mystérieux qui contrôle nos actes, nos pensées, nos fonctions vitales. Le coma, c'est une situation où on n'est pas conscient parce que plus réveillable, c'est-à-dire qu'un patient dans le coma, après une atteinte cérébrale grave, ne va jamais se réveiller, ouvrir les yeux, même quand on le stimule. Le coma, c'est l'absence d'interaction avec le monde extérieur. C'est-à-dire que le patient dans le coma n'est plus capable d'intégrer les informations du monde extérieur et de réagir à ces informations. Voyage aux confins de la conscience humaine, sur les rives du coma et de ses mystères. Lorsqu'une personne tombe dans le coma, suite à un accident ou un arrêt cardiaque, tout commence par une prise en charge en urgence. Hôpital Nord de Saint-Étienne, arrivée d'un accidenté de la route. Il s'agit d'un jeune homme qui a sombré dans le coma suite à une chute de moto. Il est emmené directement dans une salle sous l'air d'atterrissage. On l'appelle la salle de déchocage. Elle est où la tête de pression? Il est de la région, oui. C'est ici que les médecins du SAMU passent le relais aux urgentistes. L'équipe médicale prend connaissance de l'état du patient et vérifie ses fonctions vitales. L'objectif est de réduire tout risque de défaillance respiratoire et circulatoire. Non, c'est bon, on a fait exprès de prendre celui-là parce qu'il avait une artère. Tu peux mettre une courbe d'artère, s'il te plaît? Oui. Tout suit, ouais, c'est bon. Sans l'enlever de son matelas coquille, le jeune homme est emmené au scanner pour diagnostiquer ses lésions. Il faut le prendre en traction, ouais. Prêt pour tracter? On tracte. Allez, 1, 2, 3. Chaque partie du corps est scannée. Le jeune homme n'a aucune fracture ou lésion nécessitant une intervention chirurgicale. Mais malgré l'absence de fracture du crâne, il souffre d'un trauma crânien. Un traumatisme avec de micro-saignements, comme ici, en blanc, provenant de la déchirure de vaisseaux à l'intérieur du cerveau. Ces lésions sont à l'origine de sa perte de connaissance. Les saignements entraînent un gonflement du cerveau. Les réanimateurs doivent le prendre en charge le plus rapidement possible. La première opération consiste à poser un capteur de pression au niveau supérieur du crâne. Tu te mets à la limite des cheveux, là, tu vois, par là. D'accord. 2 cm et 2 cm au-dessus de l'oreille. Tu te mets bien sur le côté. T'as senti? Oui, j'ai senti. Ça, c'est ça qu'il faut que tu aies comme sensation. La boîte crânienne est percée pour glisser le capteur à l'intérieur, au contact même du cerveau. Ok, c'est bon. Voilà, parfait. La pression intracrânienne apparaît en violet sur le moniteur. Une pression normale se situe entre 5 et 10. On constate ici une légère hyperpression.
Le pronostic d'éveil du jeune homme est favorable. Il devrait sortir du coma dans les jours à venir. Pour se prononcer, les médecins se sont également appuyés sur un autre examen, pratiqué lui, sur les lieux de l'accident, le score de Glasgow. Tirez-moi la main là. L'échelle de Glasgow permet de noter de 3 à 15 le degré de conscience d'une personne accidentée. Vous avez mal quelque part? Les sauveteurs évaluent plusieurs critères, comme l'ouverture des yeux, les réponses verbales et motrices. Regardez-moi là. Regardez-moi. Le score de Glasgow permet aux médecins en réanimation d'évaluer les chances de récupération du coma. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Ouvrez les yeux. En réanimation, on réinsuffle de la vie aux patients. On les réanime, on leur redonne de l'âme. Certains vont être ramenés à la conscience depuis un coma profond, aux frontières de la mort. Notre objectif en réanimation, en fait, c'est le même depuis le départ sur les lieux de l'accident ou du problème médical, c'est de ne pas aggraver les lésions neurologiques. Voilà. En fait, malheureusement, on ne sait pas réparer le cerveau. On sait simplement, on essaye d'éviter que de nouvelles lésions se surajoutent. Donc, on doit mettre le cerveau dans les conditions optimales. Donc que tout soit normal, qu'il soit normalement oxygéné, qu'il soit normalement perfusé et qu'on le fasse souffrir le moins possible. David a 45 ans. Il est plongé dans le coma depuis 2 jours suite à une fracture du crâne après une violente chute dans un escalier. David souffre d'un traumatisme crânien grave. Au moment de sa prise en charge par le SAMU, il se situait à un niveau 8 sur l'échelle de Glasgow. À son arrivée à l'hôpital, il a été opéré en urgence pour évacuer un hématome occupant près de 20% de sa boîte crânienne. Après l'accident, la pression intracrânienne a entraîné un début d'engagement du cerveau de David dans la seule ouverture disponible, située à la base du crâne, comprimant le tronc cérébral. L'opération qui a été pratiquée pour le sauver s'appelle une craniotomie. Le neurochirurgien découpe un morceau de crâne puis évacue l'hématome. Le volet crânien est remis en place en fin d'opération. 48 heures après son accident, la pression intracrânienne de David est à 24, un niveau extrêmement élevé. La normale se situe entre 5 et 10. Si vous voulez, quand le temps passe et que les choses s'aggravent pas plus, c'est bon, c'est plutôt encourageant. Ouais. Mais je vais bien, on va tout reprendre, je vais vous expliquer pour que vous compreniez. David est célibataire, il n'a pas d'enfant. Il est resté proche de ses parents, qui vivent dans le même village que lui, en Ardèche. Malheureusement, je ne peux pas vous annoncer les bonnes nouvelles qui n'existent pas. Maintenant, s'il ne voit pas, s'il ne parle pas, j'ai pas dit ça. Hein? Oui, non, mais moi, je me le dis. Pour l'instant, on a... Oui. C'est trop tôt pour parler des séquelles. Oui, voilà. Je vous ai dit, on parlera des séquelles quand on aura un peu plus de recul. Hein? Alors, je vous explique. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Hein? Votre fils, il a eu une fracture de l'os ici. Et il y a du sang qui s'est accumulé ici, de manière importante. Et ça a comprimé le cerveau. D'accord? Le souci, c'est que dans ces situations-là, le cerveau, c'est comme les autres organes. Quand vous prenez un coup quelque part, on a le bleu, et puis dans les jours qui suivent, il y a un œdème, ça gonfle. Et le souci, c'est que si ça gonfle dans ce crâne qui est fermé, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça fait à nouveau monter la pression. La base du traitement, c'est de l'endormir. Oui, c'est l'endormir, bien sûr. C'est pour ça que depuis qu'il est chez nous, oui, il dort. Il dort. Il dort. On n'est pas sorti de l'auberge. Il y a encore du chemin. Oui. Il y a du chemin de la route à faire. Oh là 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 là. Des mois et des mois. Des jours et des jours d'abord, pour passer la première étape. Oui, mais enfin... Il ne faut pas voir trop loin, je vous ai dit. Oui, des jours, oui, mais enfin, bon, voilà, c'est des jours, oui, comme vous dites.
David a été encore plus profondément endormi à l'aide de drogues sédatives. C'est ce que l'on appelle le coma artificiel. Celui-ci est venu s'ajouter au coma naturel dans lequel se trouvait David après son accident. Il permet de diminuer la consommation en oxygène du cerveau, donc le volume de sang qui monte vers la tête. Dans le même but, on a placé David sous une tente réfrigérée pour maintenir sa température à un niveau normal. Ah, c'est un dur celui-là. C'est un dur. Oui. Oui. Quand même, aller se casser la figure comme ça. C'est affreux, ça. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Mais moi, écoutez, je vous répète, tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir, monsieur. Je ne peux pas vous dire qu'il va. Hein? Je peux pas vous dire que. Il y a toujours. J'ai vu, moi, des gens vraiment bas qui se sont remontés. On se demande, mais pourquoi il s'est remonté? Pourquoi il s'est remonté? Il y a des miracles. On a très peu, mais il existe. Et je pense que lui a ça. On verra. Le cerveau se compose de deux matières principales, la substance grise et la substance blanche. La matière grise, c'est là où se trouvent nos 100 milliards de neurones. La matière blanche se situe, elle, plus en profondeur. Elle est constituée d'axones, des kilomètres de câbles qui relient les neurones entre eux. Les axones établissent des millions de milliards de connexions et sont parcourus par un signal électrique, l'influx nerveux. Il y a deux grandes causes du coma. Tout d'abord, l'arrêt cardiaque, avec plus d'apport sanguin, d'oxygène vers cette matière grise qui a besoin d'énormément d'énergie. Et donc, si cela dure trop longtemps, les neurones, les cellules nerveuses vont mourir dans la matière grise. Après, vous avez le trauma, où là, chaque cas est différent. Vous pouvez avoir une hémorragie, des contusions, des œdèmes, des gonflements à différents endroits de la matière grise. Ou après un accident où vous heurtez un pont à du 120 km/h, vous avez des décélérations où là, c'est la matière blanche à l'intérieur de la matière grise, cette structure très importante, ces connexions entre les cellules nerveuses que vous voyez ici vont vraiment être coupées, et donc vous avez une matière grise qui peut être encore intacte, mais qui est déconnectée. Cela fait 4 jours que David est dans le coma. Toutes ses fonctions vitales sont gérées artificiellement. Il est nourri par une sonde nasale qui descend dans son œsophage. Sa respiration est dépendante d'une machine, le respirateur artificiel. Avec lui, les médecins gèrent précisément l'oxygénation et le niveau de CO2 de son sang. 20% de la consommation en oxygène du corps humain est absorbée par le cerveau. Le respirateur artificiel a donc un rôle essentiel. C'est d'ailleurs grâce à cette machine que la réanimation a été inventée. Tout commence dans les années 1930 lorsque l'on expérimente le poumon d'acier pour permettre aux malades de la polio de respirer. Et dans les années 1950, on invente le respirateur artificiel moderne. Le neurologue Pierre Mollaret l'utilise pour créer l'un des premiers services de réanimation au monde à l'hôpital Claude Bernard de Paris. Pour la première fois, on parvient à sauver des patients plongés dans un coma profond. Tous les malades qui vont être sous respiration artificielle par voie intratrachéale vont tous avoir une canule de ce genre. Il témoigne dans l'émission médicale d'Igor Barrère et Étienne Laloux, qui filment les premiers patients réanimés. Donc il s'agit là de quelqu'un qui est actuellement dans le coma. Un coma toxique
pour lequel il a fallu réaliser également la trachéotomie. Mais combien de temps reste-t-il dans le coma? 2 jours, 2 semaines, 2 mois et plus. Non. Dans un nombre important de cas, après des délais qui sont très variables, parfois très longs, nous avons la joie profonde de voir quelqu'un renaître avec le monde extérieur. Avant l'apparition du respirateur artificiel, la seule cause de décès était l'arrêt du cœur. Cette machine a fait apparaître une autre forme de mort, la mort cérébrale, ce que l'on a appelé à une époque le coma dépassé. Cet homme semble être dans le coma. Son cœur bat toujours, il est sous assistance respiratoire. C'est la machine qui maintient l'oxygénation de son corps. Et pourtant cet homme est mort. Son cerveau est détruit. Il est en état de mort cérébrale. Même si ce patient n'a plus aucune activité dans son cerveau, les médecins doivent apporter les preuves de la mort avant de signer l'acte de décès. Parmi les critères diagnostiques de mort encéphalique, on doit s'assurer qu'il n'y a plus de ventilation spontanée. On va débrancher le respirateur et on va pouvoir constater qu'il n'y a plus aucun mouvement thoracique. Le respirateur à peine débranché, les mouvements de la poitrine s'arrêtent. Et ici, c'est les mouvements ventilatoires qui sont enregistrés par le scope. On voit qu'il n'y en a plus du tout, que le patient n'a plus aucune ventilation spontanée. Et lorsqu'on rebranche la machine, les mouvements respiratoires reprennent. Pour confirmer la mort cérébrale, la loi impose de pratiquer un dernier scanner. Celui-ci va montrer qu'il n'y a plus aucune circulation de sang dans le cerveau du patient. La mort cérébrale concerne moins d'1% des décès en France. C'est dans ce rare cas de figure que l'on peut pratiquer un prélèvement d'organes. Dans l'imaginaire collectif, la fin du coma est associée à la sortie du sommeil. On pense à quelqu'un qui ouvre les yeux, qui parle, se lève et reprend très vite une vie normale. La réalité est autrement plus complexe. L'ouverture des yeux n'est que l'un des prémices de l'éveil. Elle n'annonce pas forcément le retour immédiat de la conscience. Quand on est éveillé, on n'est pas forcément conscient. C'est la base, l'éveil, c'est l'allumage du cerveau, c'est le fait de mettre le cerveau sur le on. Mais par contre, une fois qu'on est éveillé, il faut encore d'autres mécanismes au niveau cérébral pour qu'on soit conscient. Et ces mécanismes, c'est cette intégration, donc le fait que l'information sensitive arrive jusqu'au cerveau et puis soit intégrée par le cerveau pour qu'une information motrice redescende. L'allumage du cerveau se fait dans les profondeurs de la boîte crânienne, au niveau du tronc cérébral. C'est là que sont gérées les fonctions vitales, dont la régulation de la respiration et du rythme cardiaque. La conscience se matérialise, quant à elle, dans certaines zones supérieures du cerveau, entre matière grise et matière blanche. Cela fait 13 jours que David a eu son accident. Sa pression intracrânienne est revenue à la normale. Les médecins ont donc décidé d'arrêter les drogues qui le faisaient dormir. Depuis quelques heures, David donne ses tout premiers signes d'éveil. David! 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 Voilà, on voit très bien que là, il ouvre les yeux et même il a une ébauche de suivi du regard vers moi. Le fait que David ouvre les yeux est le signe que son cerveau est capable de s'allumer correctement. Mais l'ouverture des yeux n'est pas la conscience. Pour sortir du coma, il faut que David puisse interagir avec le monde extérieur. On passe à l'étape d'après, où on va lui appliquer une stimulation douloureuse
Et on voit que là, il a clairement une réaction adaptée à la douleur, qui a une réaction de retrait. Donc ça, c'est un niveau qui est bon. Le niveau d'au-dessus, ça serait qu'il prenne l'autre main pour m'enlever la main. Ça serait encore plus intégré. Là, il ne le fait pas encore. Mais c'est une ébauche de conscience. C'est la première fois depuis son arrivée en réa que les médecins peuvent faire un examen clinique de David. La fin du coma artificiel permet de mesurer à nouveau ses réactions aux sollicitations, donc son niveau de conscience. Deux semaines ont passé depuis que David a ouvert les yeux pour la première fois. Ce début d'éveil avait laissé place à une nouvelle phase d'inconscience. Mais depuis quelques heures, David progresse de nouveau et parvient à respirer sans assistance. Pour la première fois, il ouvre les yeux seul, sans qu'on le stimule. Hein, chef? Oh. Hein? T'as chaud? Oh, aïe, 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 aïe. C'est chaud ici à Saint-Étienne. Hein? Ça vous fait quoi de voir David Eh ben, je suis contente, mais je suis très très contente. C'est merveilleux. Ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc parce que je l'ai tellement vu dormir. Quand vous voyez les yeux de quelqu'un qui s'ouvre, c'est merveilleux. Et puis on voit qu'il y a de la vie. Là, je vois bien qu'il y a de la vie. C'est autre chose. Hein. Oui, c'est autre chose. Hein. Oui, il pire. Hein. Ah, oui. Vous arrivez à bouger un peu les doigts? Oh, tout à l'heure, il m'a serré un peu les doigts. Hein. Vous arrivez à me serrer un peu la main? C'est dur, hein? Oui, il y a des moments où la fatigue, mais il les ouvre grands, hein, tout à l'heure. Oui, mais il y a des moments que... Puis alors, il a souri. Je vais regarder un peu. Oh là, t'as chaud, hein. Oh là, vivement l'hiver, hein. Dis donc, vivement l'hiver, mon petit David. Oui, il voit sa maman, il est content. Oh, c'est bien. Voilà. Alors, vous avez fait notre... Ça y est, on vient d'avoir un grand sourire. C'est vrai? Oui, oui, oui. Oui, Ah. oui. Ah, voilà. Comment ça va? Ça va? Tu lui dis oui à ce docteur? Il faut lui dire oui quand même. Hein? Sur moi, mérite, mais... hein? Mérite qu'on lui dise oui, hein, parce qu'il en fait des choses pour toi. Je te laisse, hein, on lui dit oui. Hein? Voilà, tu te laisses bien soigner, hein? T'es gentil, on revient. Pas de soucis, hein? Là tu es dans de bonnes mains. Hein? Voilà. Non, ne te fais pas de soucis, mon bébé, je reviendrai. Il a compris qu'elle partait. Il ne faut pas pleurer, ma chérie, non. Je reviendrai, je ne pleure pas, sinon je vais pleurer. Il ne faut pas pleurer. Allez, je reviens, hein. Allez. Allez, mon bébé. Il faut être content parce que ça va bien mieux. Alors, il ne faut pas pleurer. Il faut rigoler même, hein. Voilà, c'est fermé. Allez, bisous. Je téléphone tous les jours, à midi et le soir, hein. Allez, mais ce que dit votre mari, ça prouve qu'il arrive à tout intégrer. Oui, il arrive. Il a intégré une partie, c'est bien. Oui, c'est bien. Non, mais je pars... Oui. Non, mais vous ne culpabilisez pas. Non, mais je suis... Vous avez 3 heures de route. Oui, non, mais je suis bien contente de le voir comme ça. Oui, vous aussi. Mais écoutez, c'est formidable. Allez, Les sourires et les larmes de David sont les manifestations de son retour à la conscience, avec des réactions de plus en plus élaborées. Compréhension du monde qui l'entoure, expression de ses émotions, interaction avec ses proches. L'éveil, la sortie du coma, c'est aussi cette lente reconstruction, ce retour vers les fonctions de relation. Cette conscience de soi, cette conscience des autres et du monde extérieur, qui constitue l'essence même de l'existence. Pour d'autres, la sortie du coma va se révéler plus difficile. Malgré un début d'éveil et l'ouverture des yeux, certaines personnes ne vont recouvrer que quelques bribes de conscience.
Gilles est luxembourgeoise. Elle a 27 ans. Elle ne parle plus. Son corps reste inerte. Elle n'interagit presque pas avec le monde qui l'entoure. Gilles se situe dans un état mystérieux. Elle semble éveillée, puisque ses yeux sont ouverts et qu'elle alterne des cycles de veille et de sommeil. Mais Gilles ne présente plus que d'infimes signes de vie consciente, même lorsqu'elle entend la voix de son père. Pour moi, c'est toujours difficile à juger si elle se perçoit quelque chose. L'eau. Gilles était éducatrice dans un foyer pour personnes handicapées. Il y a 6 mois, elle a sombré dans le coma suite à une hémorragie cérébrale. Depuis, sa vie semble s'être arrêtée, presque en suspens. Gilles a gardé ses amis. Ses parents, son conjoint, viennent la voir chaque jour. C'était une très jolie fille. Et maintenant, elle est différente. Hein? Point de vue cheveux, point de vue tout. C'est plus... La Gilles est comme avant. Comment est-ce qu'elle va réagir quand elle se voit la première fois? Ou elle va remarquer, voilà, la personne que tu vois dans le miroir, c'est toi, mais hier tu étais encore différente. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai peur de ses réactions et j'ai peur aussi, bon, oui, un petit peu que moi, j'arrive pas à trouver les bonnes paroles ou le bon geste, je sais pas quoi, pour l'aider. Depuis sa sortie de réanimation, Gilles vit dans un centre spécialisé dans l'éveil du coma, le Rehab Center, à Luxembourgville. Gilles, tu te réveilles? Gilles? Gilles, tu te réveilles? Tu ouvres les yeux? Pour vivre, Gilles n'a pas besoin d'assistance médicale lourde. Elle respire naturellement. Sa trachéotomie a été maintenue pour des questions de sécurité. Allez, ouvre les yeux. Gilles est juste nourrie et hydratée avec une sonde qui entre dans son estomac, car elle ne parvient plus à déglutir correctement. Gilles fait partie de ces personnes dont l'éveil du coma s'est interrompu. Un état difficile à concevoir. Quand vous êtes dans le coma, vous avez une atteinte au niveau de votre matière grise, qui est très sensible et qui, chez certains patients, ne va pas malheureusement récupérer. Alors que des structures plus profondes, quand on ouvre le cerveau, vous avez entre la matière grise et la moelle, le tronc cérébral, qui lui est plus ancien dans l'évolution de notre espèce et plus robuste aussi, et qui peut donc récupérer un bon fonctionnement sans que la matière grise suive. Et là, vous avez cette situation très difficile à accepter, ça va contre toutes nos intuitions, que vous avez quelqu'un qui vit, qui respire parce que le tronc cérébral a récupéré, mais qui ne montre pas de signe de conscience parce que la matière grise est de manière permanente endommagée. Lors de la sortie du coma, tous les patients passent par différents stades d'éveil. Un éveil non répondant ou état végétatif. Seules les fonctions vitales sont activées au niveau du tronc cérébral. La personne ne répond à aucune stimulation. Puis un état de conscience minimal, appelé possi-relationnel. La personne donne quelques signes de conscience, comme la poursuite du regard. Normalement, le patient en sortie de coma progresse ensuite vers une communication plus élaborée. Mais quelques-uns, comme Gilles, évoluent plus lentement sur des mois, voire des années. D'autres encore s'arrêtent sur le chemin de l'éveil. La petite oreille. Comme tous les patients en état de conscience minimale, Gilles souffre d'hypertonie musculaire. Ça va, on va ouvrir ce petit bras. Privé de tout contrôle du cerveau,
sa moelle épinière rétracte ses muscles de façon anarchique. Un petit peu plus bas. Le traitement passe d'abord par des séances de kinésithérapie. Voilà, pas plus loin que ça. La kiné avec Gilles, c'est une lutte quotidienne contre les rétractions musculaires, parce qu'elle a une hypertonie. Vous voyez au niveau de son bras droit, etc., son pied gauche. Elle n'arrive pas à relâcher ses muscles, ils sont constamment contractés. Pareil, on va bien... Ces séances sont nécessaires pour éviter la déformation des articulations. Des déformations qui peuvent devenir irrémédiables et nécessiter une intervention chirurgicale. Voilà. Voilà. Ils sont doux. Tu sens ? Mais la médecine reste démunie face aux patients en état végétatif et de conscience minimale. Au Rehab Center, comme dans tous les centres spécialisés dans l'éveil du coma, on cherche avant tout à solliciter le patient pour l'accompagner sur le chemin de l'éveil. On avance vraiment dans le doute permanent, dans les hypothèses, et on recherche toujours l'interactivité dans la relation. Donc ce fil qui est fragile, qui se nourrit de symptômes, au départ, voilà, d'une mimique qui change, qui passe de rétractée à indifférente, voire sereine, voire un petit peu souriante dans certains moments. Donc on s'accroche un petit peu à ces petits signes. On pince un peu le nez, là. Comme ça, là. Depuis quelques jours, Gilles manifeste de tout petits signes de présence. Là, elle nous regarde, elle nous entend. On voit bien qu'elle est là, dans la pièce avec nous. Disons, ces 10 derniers jours, on a monté une marche, hein, ne serait-ce que sur le visage. Hein. Le visage, c'est frappant. Oui. C'est frappant. Le visage était complètement indifférent. Là, elle est expressive. Hein. Là, elle a attrapé son père avec son regard. Ah, ça dure pas longtemps. Hein. Là, c'est plus qu'un éveil, c'est un retour à la conscience. Ah oui, mais ça, la conscience, c'est encore loin, parce qu'il faut être conscient de son état. Donc l'éveil, c'est le tout début de la mise en charge des autres fonctions. C'est vraiment le premier palier. D'une journée, d'une semaine ou même d'un mois. Sa progression ne peut se comprendre que sur une durée infiniment plus longue. On a besoin de temps pour ce type de patient. On a rarement un pronostic à 6 mois ou 1 an. On dit souvent qu'il faut attendre de nombreuses années, des fois même jusqu'à 5 ans, pour avoir un état qui est à peu près stable et pour faire un bilan, un pronostic vraiment valable. On n'abandonne jamais, mais on a quand même cette crainte, la peur ou l'incertitude. Ça rend fou. Et au bout, si pendant des mois, on ne voit pas de réaction ou d'amélioration, l'espoir, on l'a toujours, mais la peur devient plus importante. L'incertitude, la peur, etc. Ouais, c'est... Le professeur Steven Lorès et son équipe du Coma Sounds Group font référence dans la recherche sur les états altérés de conscience. Et donc là, pour le moment, il y a kiné tous les jours. Donc vous pouvez demander de fermer les yeux. L'expertise de Steven Lorès repose tout d'abord sur des examens cliniques pratiqués au bord du lit. Tous les matins, son équipe va tester le niveau de conscience de Gilles en se basant sur la CRSR, une échelle de récupération du coma. Bonjour. Bonjour Gilles. Moi je suis neuropsychologue. Gilles bouge la tête. Cette échelle a été été conçue pour distinguer les patients en état végétatif des personnes
en état de conscience minimale. Jill serre ma main. Jill regarde la tasse. Elle se fonde sur différents critères, comme la reconnaissance des objets, le suivi du regard dans un miroir, ou les réflexes de sursaut au bruit. Jill bouge les pieds. Jill encore une fois. Bouge les pieds. Oui. Jill. Bouge les pieds très très fort. Malgré les apparences, les mouvements de Jill pourraient n'être que des réflexes. Selon la CRSR, Jill serait dans un état végétatif. Mais cet examen présente aussi ses limites. C'est pourquoi l'équipe de Liège se base avant tout sur les nouvelles technologies. Tout va bien, ok? Tout est normal. Tout va bien. Donc je reste près de vous. La neuroimagerie fonctionnelle permet d'observer l'anatomie d'un organe, mais aussi son activité. Premier examen pour Jill, le PET scan. Avant le passage dans le scanner, les médecins ont injecté à Jill du glucose marqué par un produit radioactif. La moitié des glucides consommés par un être humain servent à alimenter son cerveau. Le glucose est donc un excellent marqueur de l'activité neuronale. Il y a votre compagnon, il était en haut dans la chambre et il va revenir. À 3 heures, il sera dans la chambre. Vous serez synchro. Pour le moment, tout roule. Ok. En rouge et orange apparaissent les zones qui consomment le plus de glucose. Ce sont celles qui fonctionnent encore. En vert et bleu, les parties du cerveau dans lesquelles les neurones sont morts. À gauche, un cerveau sain sur lequel la consommation de glucose se répartit de façon homogène. À droite, le cerveau de Jill. On voit donc, avec l'examen du PET scan, quelque chose de surprenant. C'est-à-dire que l'examen montre qu'il y a encore des régions dans le cerveau qui fonctionnent. Nous voyons que le côté droit montre une activité très réduite, alors que le côté gauche a une activité proche de la normale. Ça veut dire en fait qu'il y a la moitié du cerveau de la patiente qui fonctionne. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Tout à fait. Donc vous le voyez ici aussi, les régions qui sont plus noires consomment plus de sucre, plus de glucose, et on voit vraiment que c'est tout l'hémisphère, tout le côté gauche qui a une activité préservée. Donc il y a une forme de conscience et que le diagnostic clinique végétatif non répondant ne serait pas correct. Une partie des neurones de Jill s'active toujours, transformant la matière de son cerveau en pensée subjective. Jill ne serait donc pas en état végétatif, mais bien en état de conscience minimale. Mais que cela signifie-t-il vraiment? Jill perçoit-elle le monde qui l'entoure? Est-il possible de quantifier, de mesurer son niveau de conscience? Deux jours plus tard, les médecins poursuivent leur investigation du cerveau de Jill avec l'IRM. L'examen comprend 2 types de séquences. Tout d'abord, la réalisation d'images anatomiques du cerveau. Celles-ci apparaissent en direct sur les écrans. Puis des séquences d'IRM fonctionnelles. L'IRM fonctionnelle permet d'observer la consommation d'oxygène de certaines zones du cerveau lorsque celles-ci sont stimulées. Alors maintenant, on va vous faire écouter votre musique. Donc vous bougez pas et vous écoutez bien votre musique. En faisant écouter à Jill l'une de ses chansons préférées, l'équipe tente de stimuler dans son cerveau les zones de l'émotion et de la mémoire.
Mais l'IRM fonctionnel est un examen complexe, sensible à la moindre perturbation. Pour Gilles, cette séquence ne va rien donner, probablement en raison de petits mouvements de sa tête. Mais cela ne signifie aucunement qu'elle soit restée insensible à la musique. Pour mettre à jour la présence d'un réseau de conscience dans le cerveau de Gilles, les médecins vont tenter une nouvelle expérience en mesurant l'influx nerveux qui parcourt son esprit. On se situe ici, à la frontière entre recherche et médecine. Cet examen-ci regarde la réponse du cerveau à une stimulation électrique. Donc on voit sur l'écran les points rouges sont l'endroit où on va stimuler. Donc il y a différentes régions qui sont importantes pour la conscience et on va stimuler ces zones-là et voir la réponse du cerveau à une sorte d'écho électrique. C'est avec cette machine que l'on va exciter les neurones en envoyant des impulsions de façon ciblée. Pour mesurer la réaction générée dans les axones, on utilise la technique de l'électroencéphalogramme. C'est ce casque, muni de 60 électrodes, qui enregistre les variations de l'influx nerveux dans le cerveau de Gilles. Après, il y a des calculs compliqués qui permettent de réduire toutes ces réponses à un seul chiffre. Et donc ça, c'est important pour nous. C'est un index qui va de 0 à 0,8. Et si la valeur est supérieure à 0,3, on sait qu'il y a une forme de conscience, comme ici pour les patients avec une lésion cérébrale. L'équipe du Coma Science Group est la première au monde à avoir défini une note de la conscience. Gilles fait partie des tout premiers patients sur lesquels a été pratiquée cette évaluation. Ce test a pour but de répondre à la question est-ce qu'il y a une conscience ou pas. Et la réponse ici, c'est que le score de la conscience était à 0,4, ce qui est supérieur à 0,3, et donc qu'il y a une forme de conscience comme on l'observe chez ces patients en état de conscience minimale, qui ne sont pas avec une conscience normale non plus, évidemment. Et dans ce cas-ci, je pense que la réponse est très claire. Oui, elle est consciente. Oui, elle a des chances de récupération, mais pas de faux espoirs. Les dégâts sont importants, on les a vus. Et maintenant, dans les 6 mois qui viennent, se mettre dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse aller le plus loin possible. Espérer une communication, oui. Est-ce que c'est garanti? Non. L'état actuel de la médecine ne permet pas de percer les mystères des pensées de Gilles. Mais les progrès nés de la neuroimagerie sont immenses. Selon Steven Lorès, ces technologies permettent de diagnostiquer des signes de conscience chez près d'un tiers des patients que l'on considérait avant comme végétatifs. Après des mois, certains d'entre eux sont même susceptibles d'aller plus loin encore dans la récupération du coma. Très longtemps, on a pensé que finalement, cette plasticité cérébrale, cette capacité à produire des nouveaux neurones et des nouvelles connexions dans le cerveau était inexistante. Moi, j'ai encore appris qu'on ne fait que perdre des cellules nerveuses, des neurones dans notre cerveau. On sait maintenant que c'est faux, qu'il y a une capacité qu'on comprend encore vraiment pas assez bien, certainement pas dans le cadre de la récupération du coma. Et je pense que justement, là se trouve le défi, c'est de comprendre pourquoi certains patients récupèrent et d'autres pas. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Un autre dogme est celui que si vous voyez aucune amélioration dans les mois, voire l'année qui suit l'accident, vous n'allez plus jamais en voir. On sait maintenant que là aussi c'est faux. On a des patients qui même parfois des années après l'accident montrent encore des petites améliorations. Et donc là, il faut augmenter nos efforts pour mieux comprendre et donc, on espère, mieux traiter. Les personnes en état végétatif ou de conscience minimale n'existaient pas il y a 40 ans. Elles sont nées des progrès de la réanimation. Personne ne connaît aujourd'hui leur nombre exact. Probablement plusieurs milliers en Europe.
Voilà, monsieur. Il y a vos parents qui arrivent. Alors, regardez. ça va? Oh, mais c'est pas vrai. Ah, t'es bien réveillé là. Oh, voilà. Alors, mon petit David, super. Dis, oh, ben, tu es impeccable ici. Je sais pas ce qu'ils t'ont fait, mais ils t'ont ressuscité. Un bisou. Oh, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu me vois bien, tout? Oui, tu me vois bien, impeccable. Voilà. Depuis son accident, il y a 1 mois et demi, David a continué de progresser dans son éveil du coma. Ses fonctions vitales sont stabilisées. Il quitte aujourd'hui le service de réanimation. Montrez à votre maman comment vous bougez le bras là. Montrez à votre maman ce bras là. Fais voir ton bras. Montrez comment vous bougez. Non, l'autre. Celui-là, celui-là, oh pardon. Celui-là, oui. Celui-là. Allez, monte ton bras là, fais voir un peu. Il le bouge un peu. Oui, il le bouge un peu. Il bouge les doigts. Ah d'accord. Ouais, ça récupère un peu. Ça récupère. C'est bon signe. Oui, ça progresse. Voilà. Ça progresse. Voilà. Tu vas aller en rééducation maintenant, hein. Voilà. Alors tu n'auras pas les mêmes personnes qui s'occuperont de toi, mais ça fait rien. Ça sera pareil, hein. Ça sera la même chose, hein. Voilà, voilà. Moi, je vous accompagne pas. Hein. On se serre la main. Voilà. Bon courage pour la suite. Hein, et on est bien content de vous voir partir comme ça. Par contre, vous nous promettez de revenir. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, allez. Oui, mais pas dans les conditions. Au revoir. On reviendra, mais pas dans les conditions. Je vous dis au revoir, madame. Bon, allez, merci oui. pour Au revoir. tout, docteur. Vous avez été très gentil. Particularité de l'hôpital de Saint-Étienne, un service de rééducation est situé juste à côté de la réa. Il permet de commencer au plus vite la rééducation, même chez les patients qui ont toujours besoin d'une surveillance médicale. Vous avez besoin d'aide? Là-bas la tête. Non, ça va, arrangez-vous. Ça, vous allez vous assommer. Hop là, impeccable. D'accord? Allez, je reviens. Est-ce que vous savez où vous êtes là? Mais on est, comment ça s'appelle? C'est qu'à le... Merde. Je crois qu'il s'appelle. Comment? Ah, comment il s'appelle le mec? Ah, bon. Alors, on est au CHU de Saint-Étienne. On est à l'hôpital Nord, à Saint-Étienne. Et vous, vous habitez où? On est à Vals. À Vals? Sur Aubenas, oui. Sur Aubenas. D'accord, d'accord. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire quelle année nous sommes? On a... À votre avis? On est en 1968. Vous êtes né en quelle année? En 38. En 38? Ouais. En 1938, vous êtes sûr? On va vous dire. Il est né en 1968. Alors, vous êtes né en 1968 et nous sommes en 2014. Voilà. Donc, vous êtes un petit peu perdu. Là, c'est un plus, Eh oui, ne vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de vous. Et puis, vous allez vous retrouver vos idées petit à petit. Hein, les choses vont se remettre en place tout doucement. D'accord? Cette désorientation comme ça du patient après un coma, c'est courant? Oui, oui, moi j'ai pour habitude de dire qu'on ne se réveille pas d'un coma comme on se réveille d'un sommeil. Hein, on ne retrouve pas toutes ces capacités cognitives ad integrum du jour au lendemain. Donc cette période d'amnésie qu'on appelle amnésie post-traumatique peut durer plus ou moins longtemps. Parfois, elle passe tellement vite qu'on a à peine le temps de l'évaluer. Et puis parfois, elle dure beaucoup plus longtemps, parfois très 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 longtemps. Les moments qu'on est en train de vivre, David ne s'en souviendra pas? D'après les éléments dont on dispose, à mon avis, non, il ne s'en souviendra pas. Enfin, on lui demandera, hein, mais a priori, il ne les imprime pas, il ne les intègre pas au jour d'aujourd'hui. La sortie du coma passe invariablement par cette période d'amnésie post-traumatique. Le patient est confus, désorienté, incapable de mémoriser de nouvelles informations. Il peut également avoir oublié des pans entiers de sa vie passée, des visages, des événements. Quant à la période du coma, celle-ci semble avoir disparu à jamais dans une forme de trou noir. Les hallucinations, les rêves que l'on assimile parfois à des expériences de mort approchée ne seraient que les effets des drogues administrées aux patients pour le plonger dans un coma artificiel.
ça fait un petit moment déjà qu'on bosse. David doit maintenant retisser des liens avec son passé, au-delà de la cicatrice profonde laissée par son coma. Votre mot. On est jeudi. D'accord. Vous êtes employé de mairie? Et donc vous êtes cantonnier? Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie, David? Tout? Ouais. Quand vous avez du temps libre, vous faites quoi? La pêche à Saint-Quentin. À Saint-Quentin? Oui, ouais. Alors la pêche? Ouais, à Saint-Quentin, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. La pêche à la ligne? Ouais, ça arrive. À la mouche, à la cuillère? Ouais, ouais. Ah ouais, c'est la pêche. À la pêche, oui. La pêche. C'est sur ces petits riens de la vie d'avant que les médecins vont s'appuyer pour aider David à retrouver ses repères. Ok. C'est bien. David arrive à évoquer des choses de sa vie quotidienne. Qu'il aime aller à la pêche, des choses comme ça. Ouais. Et puis alors, ça vous parle, la pêche. Et puis c'est votre sport. Donc ça, c'est bien, parce que voilà, on voit s'il y a encore des petits liens qui sont entre maintenant et avant, qui passent par-dessus ce trou du coma. Et donc, pareil, bah là, c'est avec la famille aussi, on essaye d'enrichir ensuite pour bien retisser ce avant et ce après, pour que ça devienne un petit peu un continuum, en sachant que le trou, il va rester. Au cours de sa rééducation, David va peu à peu restructurer ses souvenirs. Retrouver une perception globale de son corps. Ce qui est là, c'est derrière. Il va devoir réapprendre les gestes les plus simples, se réapproprier des sensations oubliées. De la bouche? Ça vous fait plaisir? Ouais, pas mal. Pour David, c'est une forme de renaissance. On continue? Pas trop serré? Faites voir pied droit. Cela fait plus d'une semaine que David a commencé sa rééducation. Ça tourne? Ouais, on va prendre le temps. Son tonus musculaire, son sens de l'équilibre ont suffisamment progressé pour qu'il puisse accomplir un acte éminemment symbolique, marcher. Tout au bout là-bas du banc couloir. Non, non, bon, au prochain coup. On y va? Ouais. Allez, tout droit. Voilà, soulevez bien le pied droit. Allez-y, on tourne. Ça fait du bien, putain, c'est mieux qu'avant. Hein. Non, c'était la merde avant que maintenant c'est de pire en pire. C'est de mieux en mieux plutôt. Ah ouais, allez. Allez. Allez, écartez bien vos pieds. Ces premiers pas, si importants, ne constituent qu'une première étape. Il reste à David un long chemin à parcourir. Tournez pour pouvoir vous asseoir. Des mois de rééducation pour recouvrer une conscience, une autonomie qui lui permettront de revenir un jour au monde du dehors. Voilà, prenez la coudoir. Super. Ça fait du bien. C'est pas mal. Vous remettez les cale-pieds? Ouais. Donc Arnaud, on est d'accord? Je vous aide pas, vous faites comme si j'étais pas là. Comme si j'étais pas là. Arnaud a été victime d'un traumatisme crânien. Cela fait 8 mois qu'il vit à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Ici, les thérapeutes aident les personnes qui émergent du coma à se réadapter au quotidien. C'est quoi le but de l'exercice là? Alors c'est vraiment de voir dans quelle mesure Arnaud serait capable de refaire un repas simple au domicile où il va habiter ultérieurement à la sortie de l'hôpital, voir s'il se met en danger, s'il met en place des stratégies qui sont adaptées, s'il serait capable de refaire ça tout seul chez lui. Ah, comment on fait ça? Est-ce qu'on a une main droite qui pourrait éventuellement nous aider? Non Arnaud, plutôt la main droite qui va tenir le pot. Ah, c'est formidable. Voilà. Arnaud a vraiment tendance à sous-utiliser cette main qui commence à avoir une très bonne récupération fonctionnelle et
Il a tellement l'habitude de se servir de la gauche que du coup, il oublie complètement de se servir de cette main droite. Voilà. Arnaud a mis des mois pour recouvrer l'usage partiel de son bras droit. Il souffre également d'aphasie, c'est-à-dire de graves troubles du langage, et présente des difficultés d'organisation. Alors, ça, il ne me l'avait pas fait à la première mise en situation. C'est original, Arnaud. Vous vouliez mettre la sauce tomate dans les pâtes? C'était pas là qu'il fallait le mettre? Il fallait le mettre où, la sauce tomate? Une fois qu'elles étaient... C'est pas très grave, Arnaud. Ça va être bon quand même. Le type d'erreur que vient de commettre Arnaud, c'est que ça peut s'expliquer comment? Il y a plusieurs explications, je pense. Il y a d'une part, comme on disait Arnaud au départ, il avait un trouble qu'on appelait apraxie, c'est-à-dire ne plus savoir se servir des objets simples de la vie de tous les jours. Et pour des choses un peu plus élaborées, ça peut encore perdurer. Là, c'est aussi lié à un trouble attentionnel, parce qu'Arnaud, à peine il a vu que j'ai tiqué, il s'est dit mince, j'ai fait une erreur, et tout de suite il s'est rendu compte que c'était pas comme ça qu'il aurait dû faire. Donc peut-être un peu de précipitation en plus. Qu'est-ce qu'il y a, Arnaud? Ça vous convient pas ce que vous avez sorti comme... Mais si ça vous convient pas, essayez de trouver autre chose. Aude, c'est quoi ceci là? Je pense qu'Arnaud cherche une passoire. C'est ça, Arnaud? Pour égoutter les pâtes. Vous cherchez quelque chose pour verser la casserole de pâtes. C'est ça que vous voulez? Non? Regardez. Est-ce que c'est ça qu'il vous faut? Non, c'est pas ça que vous cherchez. Allez, bon appétit. Alors? Trop cuit? Vous ne referez pas l'erreur deux fois. Voilà. À la vôtre. Après un coma, la rééducation ne permet pas de revenir complètement à la vie d'avant. Le travail de réadaptation ne fait qu'accompagner un processus naturel de restructuration des cellules, toujours vivantes, dans le cerveau. De façon très naturelle, les cellules qui ne sont que endormies vont se réveiller petit à petit. Ce que le cerveau essaye de faire à ce moment-là, c'est utiliser ces cellules qui fonctionnent bien, les cellules bien vivantes, pour compenser les cellules qui fonctionnent moins bien, qui sont abîmées. Par exemple, au niveau de la motricité, une cellule qui s'occupait beaucoup d'une partie de l'avant-bras va peut-être pouvoir se détourner un petit peu pour s'occuper plutôt de la main et donner de la fonction au niveau de l'appréhension. Bonjour Arnaud. Oh. Ça va? Alors, comment s'est passé aujourd'hui? Depuis sa sortie du coma, Arnaud a été placé sous la tutelle de sa mère. Amal habite à quelques kilomètres de Garches. Elle lui rend visite plusieurs fois par semaine. On t'a mis une écharpe aujourd'hui sur le bras qui est valide pour t'obliger à travailler le bras handicapé, c'est ça? Oh, déjà? Ya! Et alors? Hein? Ouais! Ah, c'est bien. Allez, go! Ah, dis donc. Il faut que tu me donnes la main maintenant, alors. Ah, ah. Ouf. Ouais, allez. Waouh. Bravo. Yes. Allez, on y va. Arnaud était bûcheron élagueur à la ville de Paris. S'il est aujourd'hui dans cet état, c'est suite à une agression le jour de ses 27 ans. Un seul coup de pied à la tête qui a provoqué un traumatisme crânien. Arnaud est resté 7 semaines dans le coma, entre la vie et la mort. Vu tout ce qu'on nous avait dit, on espérait qu'il soit peut-être dans un fauteuil, et ça, c'était chouette. Parce que entre marcher et pouvoir communiquer, puisque c'était ça le challenge en fait, c'est qu'est-ce qui est essentiel
Après un tel accident, d'une telle gravité, qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que c'est qu'il puisse voir, ou entendre, ou comprendre et répondre, participer à la vie? Et bon, ça nous renvoie tous vers pas mal de réflexions sur la vie, sur ce qui est essentiel, etc. Super. Ah, c'est super joli. Depuis son arrivée à Garches, Arnaud a tissé des liens très forts avec une autre patiente, Nicolas, une Américaine de 37 ans. On choisit une petite place au soleil, qu'est-ce que tu en penses? Il y a près d'1 an, Nicolas a été victime d'un terrible accident. Renversée par une moto, elle est restée plus d'1 mois dans le coma. Aujourd'hui, il partage beaucoup de choses, au-delà des mots. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager avec des amis, même des amis très très proches, mais ils sont à l'extérieur de l'environnement de l'hôpital. Donc même si on les aime et on les adore, et pas, eux pareil, il y a quand même une limite à ce qu'ils peuvent comprendre et à ce qu'on peut partager et à ce qu'on arrive à exprimer, etc. Et je pense qu'avec avec Arnaud, enfin, on ne vit pas la même chose, on n'est pas toujours dans les mêmes séances, etc. Mais ça fait beaucoup de bien pour moi, enfin, pour que ça soit supportable ici, c'est... Oui, oui. Après 9 mois de rééducation, Nicolas a récupéré une bonne partie de ses capacités. Elle va bientôt quitter Garches et reprendre sa vie professionnelle. Nicolas est traductrice, elle parle 4 langues. Par chance, le traumatisme crânien n'a généré chez elle aucun trouble du langage. Mais Nicolas conserve quelques discrètes fêlures de son coma. Il y a quand même des choses qui me semblent difficiles aujourd'hui et je sais qu'avant c'était pas difficile. Enfin, préparer un repas, organiser un petit café, prévoir mon week-end, planifier quelque chose, constituer une liste de courses ou même organiser mes sacs. Enfin, ici, quand je prépare mon sac pour aller à la balnéothérapie, donc ça se passe à la piscine, c'est très sympathique, mais je constitue mes sacs et parfois, ça me dépasse, quoi. Sac pour ceci, sac pour cela. Est-ce que j'ai pris le maillot? Est-ce que j'ai pris ceci? Est-ce que j'ai pris cela? J'ai l'impression d'aller à la lune, quoi. La petite valise, le grand sac, les autres sacs. Ces difficultés d'organisation sont communes à la plupart des personnes cérébro-lésées. Elles peuvent s'expliquer par des problèmes de mémoire immédiate. Les petites choses personnelles, je vais peut-être plutôt les mettre dans mon sac à main que... De façon un petit peu grossière, on va dire qu'on a 2 gros types de mémoire. On a la mémoire des souvenirs. Voilà, je me souviens que quand j'étais enfant, que j'avais 8 ans, je suis parti en vacances à tel endroit. Ça, c'est une mémoire qui est extrêmement robuste. C'est-à-dire c'est une mémoire qui est stockée dans un endroit du cerveau où c'est très dur de la faire disparaître. Et puis on a la mémoire du quotidien, cette mémoire un petit peu clé USB. C'est-à-dire qu'à tout moment, on utilise une clé USB pour mettre des informations, les utiliser et puis les effacer. Quand vous allez faire vos courses, vous vous dites je fais ma liste de courses, je pense à prendre ma liste de courses, je vais faire mes courses, j'oublie rien quand je fais mes courses et je reviens avec les paquets. Si cette mémoire ne fonctionne pas, on se retrouve un handicap majeur. C'est-à-dire qu'on ne peut plus gérer un quotidien. Je vous sers la main, ouais. Arnaud, lui, en a encore pour des mois de rééducation. L'objectif numéro 1 pour les médecins, améliorer davantage sa capacité à communiquer. Ça fait longtemps que je vous ai pas embêté, je vous embête. Comment il s'appelle cet objet? Quel est son nom? Hein? C'est sûr. C'est pas mal, non? Ah si. Qu'est-ce que c'est ça? On ouvre une porte avec une clé. C'est bien. C'est vachement bien. C'est super, hein. Mais c'est super, oui, ouais. Ouais, il y a plein de problèmes. Oui, merci. Il y a eu des gros progrès au niveau de la parole. On est parti d'un stade où monsieur ne comprenait pas la question. C'est-à-dire qu'on n'en était pas à essayer d'articuler des mots, il ne comprenait pas la question. Donc maintenant, il y a une compréhension qui est bonne, qui nécessite d'être un peu étayée. C'est-à-dire qu'il faut avoir des indices. Et au niveau de trouver les mots dans la bibliothèque, on a tous une bibliothèque avec tous les mots qui sont rangés. Et pour aller trouver les mots, il suffit de tout petits indices maintenant pour que Arnaud aille attraper le bon mot. Celui-là, là. Vous le mettriez dans quelle boîte? Bûcheron. Aujourd'hui, Nicolas quitte l'hôpital de Garches. Et on va regarder Facebook.
J'ai déjà mis à jour mon statut 3 fois aujourd'hui, je pense. Donc, hop. Elle s'en va de cette petite chambre où elle a passé de longs mois, loin du monde extérieur. J'ai mis un petit lien sur YouTube pour la chanson It's a New Dawn, It's a New Day, It's a New Life, da 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 da, and I'm feeling good. Dun, 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 dun. Et voilà, parce que ça exprime bien aussi, et j'ai envie de partager ma joie avec du monde et avec mes amis surtout. C'est cette joie aujourd'hui de partir d'ici? C'est surtout la joie du progrès. C'est pas tellement la joie de partir d'ici. Je pense que ça va me manquer aussi. Il y a des choses qui vont me manquer. Mais c'est la joie de vivre, d'être en vie, et d'aller bien, et d'être de plus en plus forte, et d'avoir la capacité de marcher, d'avoir la capacité d'utiliser mes mains, d'avoir la capacité de faire plein de choses, même la capacité de faire mes bagages. ça me remplit de joie, ça me fait un bien fou. Et donc, je suis aussi contente C'est surtout cette joie de progression. Je pense que c'est une sensation très concrète maintenant de progression. Coucou, ça va? Oh, il y a un repas qui arrive, youpi! Hello, hello. Hello, hello, how are you? Fine, thank you, and you? Good, thank you very much. Fantastic. Great, thank you. Wow, bon appétit. Le dernier repas à l'hôpital après, voilà. Je vais t'appeler, je vais te raconter tout ce que je fais. J'ai envie de voir tous tes progrès aussi. Oui, non, mais t'en fais plein. Déjà, là, t'en fais plein. Donc, j'ai envie de te voir continuer à faire des progrès, carrément. Mais comment tu fais? C'est incroyable. Vachement bien. Si toi, tu peux le faire, moi aussi, je peux le faire. Attends, moi, je le fais avec la droite, hein. Mais... oui. Eh ben oui. J'ai envie de le jeter par la fenêtre. Coucou Gilou. Youpi. On termine notre repas de star. C'est mon ami Gilles qui vient me chercher avec la voiture et tout ça. Arnaud. Allez, c'est parti. Durant les prochains mois, Nicolas va poursuivre sa rééducation près de chez elle, en rentrant tous les soirs à la maison. Gilles a regagné le Rehab Center au Luxembourg. Elle y poursuit doucement son lent retour vers la conscience. David, lui, a quitté le CHU de Saint-Étienne, en marchant. Il continue désormais sa rééducation dans un centre spécialisé, situé tout près de son village, en Ardèche. Je vois que vous êtes contente. Ah tiens. Oh là Yippee. là. Ouais. Bravo. Allez. Allez, 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 allez.